enviait la table des pauvres. Les pauvres ne sont pas des riches sans ressources. Les pauvres existent avec leur propre richesse, avec leur propre diversité. Visiter la communauté Emmaüs, visiter son village, c'est déjà un peu convier les riches à envier les pauvres. Ce premier forum mondial de la pauvreté a été organisé pour célébrer les 30 ans passés de la communauté Emmaüs-l'Escarpeau, mais aussi et surtout pour anticiper sur les 30 ans avec tous ceux qui résistent, ici comme ailleurs. C'est à la fois celle de l'efficacité de nos combats, mais celle aussi du plaisir que nous devons prendre à construire un autre monde. Nous sommes à la veille de ce que les sociologues appellent la démoyennisation de la société. Le grand phénomène majeur du XXe siècle, ça a été le développement des classes moyennes. Eh bien, nous sommes au début de la fin des classes moyennes. Et je dirais que les printemps arabes, le mouvement des indignés, ne sont que les symptômes de cette révolution du XXIe siècle. Cette démoyennisation de la société, c'est ce qui fait que la jeunesse du monde n'a pas sa place dans cette société. C'est le sort réservé à ces bacs plus 5 à 1000 €. Et je dirais que face à cet effondrement social, faut-il par exemple multiplier par 100 les communautés Emmaüs? Et si nous le faisons, pour faire quoi? Pour inventer quel monde? S'agit-il simplement d'accompagner la misère, ou s'agit-il tout au contraire de bricoler ensemble quelque chose qui nous apporte à la fois du bonheur, de la sécurité et un projet? Ce forum mondial de la pauvreté était un pari, et c'est déjà un pari gagné, celui de marier l'insurrection des consciences, des intelligences, et l'insurrection des existences. Il n'y a pas que nos pensées qu'il faille décoloniser, il faut aussi décoloniser nos vies, nos corps. Nous devons commencer à réaliser des petits bouts d'une autre société, d'une société infiniment partageuse et gourmande. Nous devons multiplier ces petits bouts d'autres sociétés au sein même de celle-ci. Même si nous sommes nombreux ici à vouloir en finir avec le capitalisme et le productivisme, malheureusement ce n'est pas pour demain matin. Mais ce n'est pas une raison pour désespérer, ce n'est pas une raison pour attendre, au contraire, nous devons fissurer cet édifice. Nous ne devons pas attendre un quelconque grand soir, car les grands soirs ressemblent trop souvent à des petits matins blêmes. Si les mouvements d'émancipation se trouvent aujourd'hui largement démunis, notamment en France, c'est parce que nous avons déserté ce combat. C'est parce que les gauches ont majoritairement choisi, au XXe siècle, de s'aborder le mouvement coopératif, l'économie sociale et solidaire, le syndicalisme à base multiple, avec sa section syndicale, sa bibliothèque, son club de sport non compétitif. Mais si nous avons été capables de tuer ces alternatives parce qu'on considérait qu'elles détournaient du grand combat, la conquête du pouvoir central, il faut reconnaître que nous nous sommes trompés. Mais il faut immédiatement en tirer la grande leçon, que si nous avons été capables de les aborder, nous pouvons aussi les reconstruire. Non pas à l'identique, non pas en imitant le passé, mais en inventant des alternatives concrètes qui correspondent aux attentes du plus grand nombre, en nous souvenant aussi que résister, c'est créer. Créer, c'est résister. Et lorsque vous visitez cette communauté, eh bien vous constatez la richesse de la créativité populaire. Je ne crois plus au lendemain qui chante, mais je veux plus que jamais chanter au présent.
Je ne veux plus de générations sacrifiées, car l'histoire nous a appris que chaque fois qu'on parle de générations sacrifiées au bonheur des générations futures, il faut toujours un appareil, religieux ou politique, pour gérer ce sacrifice, pour gérer ce renoncement à la joie de vivre. Ce forum est donc un appel à la désobéissance. Désobéir pour dire non, non aux lois injustes, non à l'exploitation, non à la domination, non au sexisme, non à l'extrême droitisation de la droite, mais désobéir aussi pour dire oui à la vie, parce que le capitalisme est mortifère. Le productivisme, c'est tout ce qui nous tue. Le capitalisme, c'est la casse des cultures populaires. C'est le règne des nécrotechnologies, les OGM, les gaz de schiste, les nanotechnologies. Le capitalisme, c'est la destruction de toute idée de solidarité. C'est la mort programmée des biens communs. Je suis convaincu que les services publics, ce sont les premières richesses des pauvres, puisqu'elles nous renvoient à la construction des collectifs. Le capitalisme tire sa force de deux choses. Il nous tient tout d'abord par sa capacité à nous faire peur. La peur pour soi, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour la planète. Et cette peur, c'est ce qui permet au capitalisme d'imposer un état policier, un état d'urgence permanent. C'est ce qui lui permet de nous terroriser. Le capitalisme a besoin de miséreux pour que tous les gens acceptent tous les matins de se lever pour aller faire un travail dans lequel ils ne trouvent aucun sens, pour faire un travail qui ne corresponde à aucune utilité sociale. Le capitalisme nous tient aussi parce qu'il nous donne à jouir. Oui, le capitalisme nous fait jouir, mais c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, une jouissance d'emprise. C'est le toujours plus de biens économiques, toujours plus de pouvoir. Mais on ne pourra s'opposer efficacement au capitalisme que si nous sommes ensemble capables d'inventer une autre forme de jouissance. Et ce que nous devons opposer à cette jouissance d'avoir et d'emprise, c'est une jouissance d'être. Il faut se souvenir que l'être humain est d'abord un être social. La communauté Emmaüs, l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, l'ensemble des alternatives doivent être du côté de la fabrique de l'humain. Parler de société capitaliste est devenu aujourd'hui un abus de langage. Ce monde capitaliste ne fait plus société. Ce qui le caractérise, c'est la déliaison sociale. C'est la casse des liens sociaux. Mais parler de monde capitaliste est aussi un abus de langage. Cet univers capitaliste n'est plus porteur de sens. Il n'est plus capable de nous donner des raisons de vivre, des raisons d'espérer. Le capitalisme, c'est trois choses. C'est bien sûr un système économique, Lacan disait, diablement efficace. Et c'était diablement qui était bien sûr essentiel. Ce système économique, il repose sur l'exploitation. Ça, les gauches, les milieux de l'écologie, savent bien dénoncer. Mais le capitalisme n'est pas que ça. Le capitalisme, c'est aussi l'imposition d'un style de vie, d'un mode de vie particulier, avec ses produits spécifiques, ses produits programmés pour ne pas durer longtemps, avec son agression publicitaire, avec sa production en série du désir. Mais le capitalisme n'est pas encore que cela. Le capitalisme, c'est aussi une troisième chose. C'est la réponse à nos angoisses existentielles, à la peur de mourir, au sentiment de finitude. Et la réponse capitaliste, c'est l'égoïsme, le chacun pour soi, c'est le toujours plus.
Mais tant que nous n'aurons pas nos propres dissolvants d'angoisse existentielle, tant que nous n'inventerons pas des dissolvants que j'aurais envie de nommer socialistes gourmands, face à ce socialisme de la grisaille que l'on a connu au XXe siècle, nous ne pourrons être que dans des combats défensifs. Dans mon bouquin sur le socialisme gourmand, esquisse une de dissolvants alternatifs. Je vous en cite 3. Le premier, c'est l'importance de construire du collectif, des communs. J'y reviendrai tout à l'heure en parlant de la gratuité. Le deuxième, c'est l'importance de la fête. Dans une société triste, comme le capitalisme, faire la fête est une façon de résister. On a beaucoup joué dans le passé, et les pauvres jouaient beaucoup plus que les riches. Le capitalisme, c'est d'abord l'extinction de la fête, avant même d'avoir été sa marchandisation. Il a fallu mettre le peuple au travail, il a fallu le discipliner, il a fallu lui désapprendre à vivre. Les gauches ont malheureusement peu permis au peuple de jouer. On a refoulé la place du jeu dans nos combats, dans nos mots d'ordre, dans nos chants, dans nos slogans, dans le travail, y compris dans une partie de l'économie sociale et solidaire. La vraie question aujourd'hui, c'est celle de la fête, celle de la centralité de la fête dans nos existences. Le jeu ne s'oppose pas au sérieux. Le jeu ne s'oppose pas à la lutte des classes. Le jeu s'oppose à l'ennui. Il y a urgence à apprendre à voir le jeu là où on ne le soupçonne pas, dans la manifestation, dans la grève, dans le travail, dans l'éco-construction, dans toutes ces alternatives qui redonnent un sens à nos existences. La fête est révolutionnaire aussi parce qu'elle remet en place, à sa juste place, le sacro-saint travail. Le travail est un moyen, pas un but. Troisième dissolvant d'angoisse, la beauté. L'enlaidissement du monde est la cause méconnue de son effondrement éthique, politique, écologique. Nous sous-estimons trop ce que le capitalisme fait à notre sensibilité. Le capitalisme nous insensibilise. Il nous insensibilise sur le plan émotionnel et sur le plan éthique. Nous sommes capables d'entendre à la télévision le récit de monstruosités planétaires et de passer calmement à table. Eh bien, nous devons inventer de nouvelles politiques qui permettent de développer cette sensibilité. Nous devons rendre la place au beau dans nos combats. Prenez le temps de visiter le village de la communauté et vous verrez comment non seulement chacun a droit à son autonomie, mais comment cette autonomie n'est pas séparable de cette recherche du beau. On ne changera le capitalisme, on en finira avec le productivisme que si nous avançons vers une société qui garantisse le droit au beau pour tous. Je parle dans mon ouvrage Le socialisme gourmand de gauche maquisarde, de gauche buissonnière, mais qui fasse école. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un mouvement émancipateur qui sache donner envie. On ne changera pas le monde en culpabilisant les gens. C'est le pauvre qui osait encore revendiquer alors qu'il y a le feu à la planète. On ne sauvera pas le monde en appelant à la responsabilité. On a une chance infime peut-être de sauver un monde pour l'humanité si nous sommes capables de susciter le désir, le grand désir de vivre. Je le dis avant d'aller plus loin, il n'y a pas de projet totalisant. Il n'y a pas d'unification, ni a priori, ni même a posteriori. Nous sommes dans le bricolage, mais nous ne partons pas de rien.
pour mener ce combat. Je voudrais vous soumettre deux idées. Jean-François Lyotard parle de paroles en souffrance. Il dit qu'il y a des mots qui sont prononcés, mais que personne n'entend, parce que nous n'avons plus l'oreille faite pour entendre ces mots. Eh bien, moi, je suis convaincu, à force de parcourir la France et l'Europe, qu'il existe une alternative en souffrance, qu'il existe un buen vivir en souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'alternatives, d'initiatives qui s'inventent de partout, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que le système les rend invisibles. Le capitalisme rend invisibles les milieux populaires. On fait comme si la classe ouvrière avait disparu. Mais le capitalisme rend invisibles aussi nos alternatives, sauf celles qu'il peut digérer, récupérer. Premier objectif, rendre visible l'invisible. Rimbaud disait que nous devions redevenir des voyants. Je crois que c'est un des grands objectifs. Et que ce forum, ce festival, parce qu'il permet de mutualiser nos expériences, nous rend plus voyants, nous permet de comprendre ce qui existe, nous permet de donner du sens commun à ce qui semble isolé. Je suis convaincu que les gens sont moins bêtes qu'angoissés. Je suis convaincu que les gens sont moins manipulés qu'insensibilisés. Oui, nous devons éveiller la corporéité. Oui, nous devons développer l'intériorité. Nous avons besoin d'une intelligence qui ne soit pas une intelligence froide et calculatrice, mais une intelligence sensible, une intelligence du cœur, des tripes et de la main. Nous avons besoin de repoétiser nos existences. Si nous ne voulons plus être seulement des forçats du travail et de la consommation, c'est bien pour libérer les autres facettes de nos personnalités qui sont niées par ce système. C'est bien parce que nous considérons que nous avons besoin de ces dimensions qui nous permettent de grandir et de créer du lien. Nous devons apprendre à passer des passions tristes aux passions joyeuses. Nous devons en finir avec ce militantisme parfois un peu rébarbatif. Nous devons en finir avec une suridéologisation des débats, avec des querelles sémantiques, avec un purisme qui développe le sentiment d'impuissance. Oui, nous n'avons pas réponse à tout. Oui, nous bricolons. Non, nous n'enfermons pas le réel dans quelques formules toutes faites. Nous acceptons nos limites et nos échecs parce que nous savons, comme le disait le grand poète Antonio Machado, que le chemin se fait en marchant. Nous avons cependant quelques idées fortes, quelques idées têtues. Et beaucoup de ces idées nous viennent aujourd'hui des pays les plus pauvres, nous viennent du Sud. Ce sont des cadeaux que font les pauvres aux riches. Et je voudrais soumettre quelques-unes de ces idées à notre nouveau président de la République. Un président qui se veut normal, mais dont la première normalité est de dire que rien ne sera possible sans croissance économique. Eh bien, il faut en finir avec ce mythe d'une croissance économique salvatrice. Et je voudrais souffler avec vous quelques idées rebelles à ce président normal pour lui donner la chance d'être peut-être le président des pauvres après que nous ayons souffert avec le président des riches. Première idée, c'est nous laisser expérimenter des alternatives, nous donner les moyens de le faire. La gauche avait su en 1981 libérer de nouveaux territoires, les radios libres, la démocratie dans l'entreprise avec les lois Auroux. Eh bien, nous devons obtenir, arracher aujourd'hui le droit à multiplier les expérimentations. Nous avons désobéi sous la droite, nous désobéirons aussi sous la gauche si c'est nécessaire. Chiche. Chiche, Benoît Hamon, travaillons ensemble pour inventer une véritable économie sociale et solidaire, mais une économie sociale et solidaire alternative, de rupture avec le capitalisme et le productivisme.
Chiche Montebourg, opposons-nous à la mondialisation, aux délocalisations, en développant des circuits courts, en inventant des monnaies locales complémentaires, en rendant la parole aux citoyens, en étant convaincus que c'est en donnant, par exemple, aux salariés dans l'entreprise, le pouvoir de décider ce qu'on produit comme. Je voudrais soumettre à notre président normal, c'est d'inscrire dans la Constitution française le droit au bien vivre. J'aimerais ici citer notre ami Alberto Acosta, qui dit que le bien vivre, ce n'est pas le bien-être au sens de la société de consommation occidentale. Et on comprend mieux ce qu'est le bien vivre en acceptant ce cadeau théorique, conceptuel des plus pauvres, avec par exemple le concept d'anti-extractivisme. L'extractivisme, l'anti-extractivisme, c'était d'abord un concept brésilien qui a permis de dénoncer le pillage des forêts. Mais ce concept sert aujourd'hui à dénoncer toutes les industries qui supposent d'exploiter toujours plus les ressources naturelles. Ces mêmes paysans pauvres qui ont fondé le mouvement des paysans sans terre ont fondé ensuite le MAB, le mouvement des affectés par les barrages. Le MAB n'est pas opposé à l'énergie hydraulique, mais le MAB estime qu'il y a déjà assez d'énergie pour couvrir les besoins réels de la population. J'aurais presque envie de dire les besoins de la population réelle et non pas les logiques spéculatives et non pas les logiques industrielles. Le grand slogan du MAB en Amérique du Sud, c'est l'énergie. Pourquoi et pour qui? Eh bien, chez nous, c'est le même combat. De la même façon que l'Équateur a choisi de laisser le pétrole dans son sous-sol, nous devons, nous, laisser les ressources les plus rares et les plus dangereuses, comme le gaz de schiste, dans notre sous-sol. Nous devons inventer 1000 projets Yasuni. Et ce discours contre l'extractivisme rejoint celui pour la défense des biens communs, pour la défense et la promotion des services publics. Ce droit au buen vivir, au bien vivre, c'est pas un vœu pieux, c'est un discours qui appelle une traduction juridique précise. C'est le droit à l'eau, c'est le droit au logement, c'est le droit à la santé, et la liste n'est pas limitative, c'est à la population de définir démocratiquement ce dont chacun doit avoir droit. J'irai plus loin, face au capitalisme qui nous insécurise, qui marchandise tout, nous devons nous sécuriser économiquement, mais nous devons aussi commencer à déséconomiser nos existences. Moi, j'en ai fini avec cette gauche de la plus grande louche. Je suis convaincu qu'on ne pourra sortir du capitalisme et du productivisme que si nous commençons dès maintenant à remettre en cause la recette du gâteau. Il faut en finir avec cette idée qu'il faudrait d'abord faire grossir le gâteau, le PIB mondial, avant de pouvoir devenir des partageux. Eh bien oui, nous sommes ici pour dire qu'il faut un retour des partageux. Il faut effectivement remettre la notion d'égalité au cœur de nos réflexions, parce que c'est la seule possibilité pour donner du corps à la fraternité et à la liberté. Le capitalisme, c'est un coup de génie sur le plan anthropologique. C'est le refus des limites, c'est la fin de l'hubris, c'est ce dictat de l'illimitisme. La seule chose qui soit à la hauteur du toujours plus sur le plan anthropologique, c'est le don, c'est le partage, c'est la gratuité. Parce que la gratuité, on l'a chevillée au cœur. C'est le souvenir du paradis perdu, du sein maternel. Ce sont les relations amoureuses, amicales, associatives, mais ce sont aussi les services publics, les biens communs. Le grand combat pour le XXIe siècle, c'est pas de manifester pour le pouvoir d'achat monétaire, c'est de manifester pour le pouvoir de vivre. Et moi, je suis partisan de la gratuité de tout ce qui est nécessaire pour le buen vivir. Je suis partisan de la gratuité de tout ce que les gens considéreront comme essentiel pour pouvoir se construire. Et j'aime beaucoup cet appel qui a été lancé par nos amis poètes antillais en faveur des produits de haute nécessité. Produits de haute nécessité qui ne sont pas des produits strictement vitaux. La culture, l'accès à la politique,
en font éminemment partie. Mais lorsque je parle de gratuité, il s'agit bien sûr d'une gratuité construite, parce que la gratuité a toujours un coût. Une gratuité construite économiquement, ce qui dédramatise le problème de la fiscalité, une gratuité construite culturellement, politiquement. Moi j'aime bien ces villes qui interpellent la population, qui disent « Voulez-vous la gratuité du stationnement pour les voitures ou préférez-vous la gratuité de l'eau vitale ?» Eh bien, même si les gens choisissent dans un premier temps la gratuité du stationnement pour les voitures, on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux, mais il est de notre devoir de continuer à dire qu'ils se trompent et d'agir pour la gratuité des produits de haute nécessité, de tout ce qui permet le buen vivir. Lorsque nous avons réuni le premier forum national de la gratuité, j'ai été admiratif devant l'extraordinaire richesse de tout ce qui s'invente. Ici, on commence par la gratuité de l'eau vitale, 4 litres d'eau par jour et par personne. Ailleurs, c'est la gratuité des transports en commun urbains. Ailleurs encore, c'est la gratuité de la restauration scolaire. Ailleurs encore, c'est la gratuité des services funéraires. Ça, j'aime beaucoup la gratuité des services funéraires. Au moins être égaux devant la mort. Parce que si nous sommes égaux devant la mort, nous avons peut-être plus de chances de l'être dans la vie. Et regardons comment le capitalisme a évacué la mort. Nous n'avons plus le droit de vieillir, nous n'avons plus le droit d'être malade, nous n'avons plus le droit de mourir. On meurt tout seul, abandonné dans les hospices. Eh bien, il faut remettre la mort au centre de la vie, non pas parce que nous serions morbides, mais au contraire pour retrouver notre finitude, pouvoir développer une politique du bien vivre. Traduction politique immédiate de ce parti pris en faveur de la gratuité, je suis partisan d'un revenu inconditionnel d'existence. Mais je préfère que ce revenu inconditionnel d'existence soit donné au maximum de façon démonétarisée. Tant de litres d'eau, tant de mètres cubes, tant de litres d'eau, tant de kilowatts d'électricité, gratuité des transports, de la santé, de la culture, du logement. J'ai été horrifié au moment des dernières élections d'entendre un certain nombre de listes dites de gauche dire « Nous, la gratuité des transports, on la veut bien, mais pour ceux qui sont tombés, pour les naufragés, pour ceux qui ne peuvent pas payer. » Oui, mais si on dit ça pour les transports en commun, pourquoi ne pas le dire pour la santé ou pour l'école? Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on accepte les gamins, qu'ils soient gosses de riches ou gosses de pauvres. Ce qui nous intéresse dans l'enfant, c'est sa dimension d'humain. Il y a deux conceptions de la gratuité. Il y a une gratuité d'accompagnement du système, une gratuité pour ceux qui sont tombés. Et cette gratuité-là, elle ne va jamais sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant? Et elle ne va jamais sans flicage. Est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi ou un feignant, un assisté? Et puis il y a une deuxième gratuité, une gratuité d'émancipation. Cette gratuité d'émancipation, eh bien, il faut la conquérir pour les 4 grands piliers qui permettent de vivre. La santé, l'alimentation, l'éducation et le logement. Et nous sommes de plus en plus nombreux à l'échelle mondiale à avancer dans cette direction. Il ne s'agit pas seulement de désirer une autre société. Nous devons inventer une politique du désir. Nous devons inventer un socialisme du désir, du grand désir de vivre. Je vous invite, en conclusion, à être très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. Le sumak kafse, en langue quechua des Indiens, ce qui veut dire la recherche d'une vie équilibrée. Le buen vivir, le bien vivre, inscrit dans la Constitution en Équateur et en Bolivie. En Inde, il y a des milliers de villages qui arborent comme emblème un escargot et qui se revendiquent de mouvement pour une vie pleine. Nos amis grecs ont réveillé le souvenir d'un vieux mot eudémonia qui veut dire la vie bonne. Et nous sommes un certain nombre en France à nous souvenir que le programme du Conseil national de la résistance s'appelait les jours heureux. Le grand projet aujourd'hui, c'est d'inventer de nouveaux jours heureux. Et cette invention de nouveaux jours heureux, eh bien, c'est la traduction française de ce qu'est ce mouvement international pour le buen vivir. Je conclurai en disant, peut-être que nous n'arriverons pas à changer ce monde, mais rien ne nous interdit d'essayer d'en construire un autre, dans les marges, dans les franges,
et pourquoi pas au cœur de cette société. Je vous remercie.